Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous recevons aujourd'hui Max Valentin Robert. Max, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir des entretiens consacrés à la Turquie. Et aujourd'hui, donc, Max, tu es donc expert associé à la Fondation Jean Jaurès, surtout concernant la Turquie. Tu es docteur en sciences politiques et chercheur à l'ESPOL, qui est donc l'école européenne de sciences politiques et de sciences sociales. Nous allons parler évidemment de la situation politique intérieure en Turquie, après l'arrestation le 19 mars et la destitution du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, figure populaire et charismatique en Turquie, un des principaux responsables du CHP, le Parti républicain du peuple, pardon. Et suite à cette arrestation et destitution, d'énormes mobilisations ont eu lieu en Turquie, encore une il y a un peu plus d'une semaine. Max, la première question, ce serait pourrais-tu nous resituer les circonstances politiques, notamment politiques, de l'arrestation et de la destitution du maire d'Istanbul, İmamoğlu? Alors en fait, Ekrem İmamoğlu donc est le maire d'Istanbul depuis 2019. Il a été ensuite réélu au municipal de 2024. Alors Ekrem İmamoğlu est une personnalité centrale dans la vie politique turque parce que c'est l'une des figures de poids du CHP. Et par ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, c'était l'un des candidats d'opposition qui était le mieux pressenti pour battre Recep Tayyip Erdogan à la prochaine présidentielle de 2028. Par conséquent, il a toujours été vu par Erdogan et par l'AKP comme étant un rival potentiel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant même son arrestation, l'université d'Istanbul avait annulé son diplôme universitaire parce que pour être candidat à l'élection présidentielle en Turquie, il faut être titulaire d'un diplôme universitaire. Et donc l'université d'Istanbul avait annulé son diplôme, premièrement. Donc déjà, ça avait été annoncé comme étant une mise en branle de l'appareil étatico-judiciaire à l'encontre d'Imamoglu. Et ce qui s'est passé ensuite, donc, c'est qu'il y a eu l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu pour plusieurs charges, notamment insulte au président de la République, insulte au procureur, puis allégation de corruption. Et c'est la raison pour laquelle, donc, officiellement, Ekrem İmamoğlu a été arrêté par le pouvoir erdoganien. Dans les faits, c'est un règlement de compte politique et c'est clairement une volonté de la part du gouvernement AKP d'éliminer le candidat d'opposition le plus menaçant. Oui, merci Max. Et après cette arrestation, quelles ont été les réactions et du CHP, mais aussi de l'opinion publique et peut-être des autres formations politiques et de la société civile turque? Alors, comme on l'a vu, il y a eu d'énormes manifestations, il y a eu des mobilisations massives qui se sont manifestées en soutien à Ekrem İmamoğlu. À la base, c'est un mouvement qui est beaucoup parti des campus universitaires, notamment dans des universités à Istanbul comme Galatasaray, des universités où les étudiants se sont énormément mobilisés en faveur du soutien à İmamoğlu. Mais après, ça s'est étendu aussi à d'autres mouvements. Il y a eu parfois la participation sporadique d'éléments en dehors même des milieux urbains et des milieux étudiants. Par exemple, il y a eu des mobilisations d'agriculteurs à Konya. Et donc, du coup, il y a eu une réaction assez vive, au final, de la société civile face à cette arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Le CHP, alors au départ, c'était des manifestations qui émanaient plutôt de la base, en réalité. Et le CHP, après, a essayé de canaliser le mouvement en instituant une série de manifestations régulières, en instituant des dates et des événements durant lesquels se rassembler. Je songe notamment au grand rassemblement du 29 mars durant lequel, selon les organisateurs, 2,2 millions de participants auraient rejoint le mouvement de soutien, la grande manifestation de soutien à İmamoğlu. Il y a eu aussi le soutien d'autres partis d'opposition à Ekrem İmamoğlu, le parti de gauche pro-kurde DEM, qui a annoncé un soutien, alors que pourtant, c'est là où c'est intéressant, c'est que Erdogan avait annoncé une sorte d'accord de préparatif d'un accord de paix avec le PKK. Et donc on aurait pu penser que la gauche kurdiste allait être relativement réticente à soutenir le CHP. Dans les faits, ils ont plutôt soutenu le mouvement de protestation. Maintenant, lorsqu'on regarde au niveau des électorats, c'est déjà... Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que la polarisation pro et anti-Erdogan se voit aussi par rapport à l'attitude
qu'ont les électeurs relatifs à ces différents événements. Par exemple, alors il est évident que les électeurs de l'opposition désapprouvent massivement cette arrestation, on peut s'en douter, mais lorsqu'on s'intéresse aux électeurs de l'AKP, le parti du président Erdogan, et de son allié MHP, par exemple, est-ce que c'est une étude qui a été faite par l'Institut de sondage turc Kanda, qui montre que 65% des électeurs de l'AKP et 53% des électeurs du MHP approuvent le fait qu'on ait retiré son diplôme universitaire à Imamoglu, ce qui l'empêche de facto de se présenter. Et 65% des électeurs de l'AKP ainsi que 67% des électeurs du MHP approuvent l'arrestation d'Imamoglu. Donc ça montre que, alors il y a une partie de la population qui est mobilisée, de la société civile qui est mobilisée en soutien, non seulement Imamoglu, parce qu'en fait lorsqu'on écoute les sondages des manifestants, on soutient pas forcément Imamoglu en soi, mais l'avenir de la démocratie turque. Après, lorsque on se centre sur la fraction de la société turque soutenant Erdogan et étant en soutien à Erdogan, cette approche répressive vis-à-vis de l'opposition tente à être approuvée par une majorité de cet électorat. Merci Max. Alors face à cette situation, quel est tu l'as déjà un peu esquissé en parlant des manifestations, des mobilisations, mais la stratégie à court et moyen terme du CHP et de son président, j'ai essayé de bien le prononcer, Özgür Özel, c'est ça? D'ailleurs, il y a eu le congrès du CHP dimanche dernier, il y a quelques jours. Quelle stratégie vont-ils mettre en place? Alors en fait, la stratégie qu'avait mis en place le CHP, c'était... Alors pourquoi ont-ils organisé ce congrès? En fait, il y avait une menace que le parti au pouvoir voulait faire annuler le congrès précédent du CHP et placer un administrateur à la tête du principal parti d'opposition, ce qui aurait quand même été un tournant inédit dans l'histoire politique turque d'oser aller jusqu'à nommer un administrateur à la tête du principal parti d'opposition. Donc le but de ce congrès, c'était non seulement de contourner les desseins de l'AKP par rapport à cette volonté de placer le parti sous tutelle, mais également, je pense que ça avait également pour fonction pour Özgür Özel d'affirmer son autorité. C'est-à-dire qu'en fait, Özel, quand il a été élu président du CHP, à la base, il a été élu président du CHP comme une sorte de président intermédiaire, surtout mis en place par le clan Imamoglu en vue de préparer la future campagne présidentielle d'Imamoglu. Or, j'ai l'impression que Özel a aussi utilisé ce congrès pour affirmer son autorité au sein du parti. Par exemple, Özel n'a pas hésité à critiquer certains propos du maire d'Ankara, qui est l'autre grande figure de l'opposition en Turquie, des propos ayant été interprétés comme anti-kurdes. Et à ce moment-là, Özel n'a pas hésité à déclarer la position officielle du CHP, c'est ce que je dis. Donc, on sent que du côté du CHP, il y a la volonté de resserrer ses rangs, et la volonté aussi d'essayer de tout faire pour anticiper d'éventuelles velléités de subordination. Et le CHP, donc avec sous la direction de Özel, va continuer ces mobilisations, enfin ces manifestations régulières, des pétitions. Enfin, alors, il y avait eu un appel à la grève, me semble-t-il. Il y a eu aussi un appel au boycott. Et ce vers quoi on semble s'annoncer, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont renoncer aux manifestations, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont arrêter les manifestations, mais il semblerait que le CHP veuille lancer une grande campagne de boycott à l'encontre de certaines entreprises qui sont accusées d'être liées à l'AKP. Et là où c'est intéressant, c'est que ce boycott se fait même sentir par rapport à certaines retombées économiques. Il y a eu une étude d'un think tank turc qui a révélé récemment que depuis l'appel au boycott lancé par le CHP le 2 avril, il y aurait eu une baisse de la consommation de 26% par rapport à avant les vacances de l'Aïd, et les petites entreprises de Turquie auraient déclaré une baisse de 56% de leurs ventes. Donc il y a un phénomène de boycott et il y a une dynamique de boycott qui a été lancée par le CHP, qui est relayée aussi par certains artistes, par certaines figures culturelles qui, en contre-coup, subissent une répression. Par exemple, il y a eu une actrice de série télé turque qui a été licenciée suite à avoir soutenu cet appel au boycott. Il y a eu aussi un autre acteur qui a été emprisonné suite à cela. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté des sympathisants, enfin du côté des partisans de l'AKP, il y a des appels, là par contre, au contre-boycott. C'est-à-dire à investir et à acheter auprès des entreprises visées par l'opposition. C'est notamment le cas de l'ancien footballeur Mesut Özil, qui est aujourd'hui membre de l'AKP, et qui a notamment incité à consommer
dans les entreprises et dans les commerces accusés par l'opposition de soutenir l'AKP. Ouais, donc il y a une vraie mobilisation, une vraie résistance et une réaction à cette résistance qui va davantage fracturer la société turque. Enfin, cette situation, quelle perspective à court et moyen terme? Et est-ce que Erdogan va jouer le pourrissement, la lassitude, ou au contraire peut-être aller vers une répression accrue? Ton analyse à court et moyen terme? J'ai tendance à dire qu'il va jouer plutôt sur la lassitude. Qui va jouer plutôt sur la lassitude. Maintenant, ceci étant dit, Erdogan peut être... si Erdogan voulait employer la manière forte, je pense qu'il pourrait se sentir, entre guillemets, libre d'y avoir recours, notamment à cause d'un contexte international qui semble le porter. Il y a eu le retour de Trump à la Maison-Blanche. Il y a actuellement la focalisation des Européens sur la gestion du dossier russo-ukrainien. Et dans le cadre d'une éventuelle future architecture de défense européenne, les Turcs sont considérés comme un partenaire. Donc sans doute que Erdogan a dû se dire les Européens seront peut-être moins regardants vis-à-vis de la situation des droits de l'homme en Turquie, vu le contexte sécuritaire sur le vieux continent. Il y a aussi, du côté de l'administration Trump, une certaine fascination pour l'autoritarisme. On l'a vu récemment lors de la visite de Netanyahou à Trump, où Trump a eu des propos assez élogieux vis-à-vis d'Erdogan. Et d'ailleurs, ça c'est un point sur lequel on peut revenir. Alors, même s'ils ont amendé leur politique par la suite, mais au tout départ, le réseau social X d'Elon Musk a censuré des comptes de l'opposition turque et des comptes qui aidaient à la coordination entre manifestants. Alors après, ils ont amendé leur politique, ils ont finalement renoncé à censurer certains comptes dont le gouvernement AKP demandait la censure, mais ça veut dire qu'au départ, il y a quand même eu une collaboration explicite entre Musk et le pouvoir turc. Donc par conséquent, on peut... J'aurais tendance plutôt à penser que Erdogan va jouer sur le pourrissement. Mais s'il décidait d'avoir recours à une méthode plus forte, à mon avis, il se sentirait libre de le faire du fait d'un contexte international qu'il perçoit comme favorable. Oui, tout à fait. Dernière petite question, c'est parce que j'aurais dû te la poser peut-être même dès le début, dans le cadre de la première question, c'est que va-t-il en être judiciairement parlant d'Imamoglu? Alors, Imamoglu, il va être jugé, il va y avoir un procès sur les accusations de corruption. Alors, au départ, on voulait même le juger pour corruption et pour terrorisme. C'est-à-dire que le parquet voulait même aller jusqu'à jusqu'à vouloir l'inculper pour terrorisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sorte d'accord officieux entre Imamoglu et la gauche procure durant les municipales de 2019 et de 2024. Encore une fois, un accord officieux, rien d'officiel. Et donc, par conséquent, l'AKP a essayé de se servir de cet argument-là pour accuser Imamoglu de collusion avec le PKK. Donc, il y a eu... le parquet voulait même aller jusqu'à poursuivre Imamoglu pour terrorisme. Jusqu'à maintenant, ça se limite à des poursuites pour corruption et pour insulte au procureur et insulte au président de la République. Maintenant, ceci étant dit, supposons que les poursuites continuent ou que, à l'inverse, les poursuites cessent. Il y aurait toujours quand même le problème de son diplôme ayant été annulé. Ça, c'est à mon avis, c'est une grosse épine dans le pied pour une éventuelle future candidature Imamoglu, parce qu'à la rigueur, Imamoglu peut très bien se présenter peut très bien être candidat à la présidence de la République turque en étant en prison. Ça a été le cas du leader de gauche pro-kurde Selahattin Demirtas, qui a été candidat tout en étant en prison. Et là, le petit souci, c'est que vu qu'il n'a plus de diplôme universitaire, normalement, il ne peut plus se présenter au regard de la loi turque. Mais pourtant, le CHP continue d'affirmer que c'est son candidat pour la prochaine présidentielle, d'autant plus qu'il a été élu. En fait, le CHP a organisé une primaire ouverte il y a quelque temps pour désigner son candidat à la future présidentielle. Et le candidat unique était Imamoglu, puisqu'en fait le maire d'Ankara s'était retiré en solidarité avec Imamoglu lorsqu'il a été arrêté. Et il y a eu une participation massive à ces primaires en faveur du CHP. Donc aujourd'hui le CHP dit non seulement on a la légitimité, légitimité derrière nous parce que les accusations portées à l'encontre d'Imamoglu, nous estimons qu'elles sont mensongères, mais en plus de ça, ils affirment que ils ont également la légitimité du vote des citoyens turcs qui s'est manifesté lors de ces primaires. Donc, du côté CHP,
il semble vouloir insister pour que ce soit quand même Ekrem İmamoğlu le candidat pour la prochaine élection présidentielle. Maintenant, il y a toujours l'éventualité d'une candidature Yavaş de recours, le maire d'Ankara. Pour l'instant, on est quand même plutôt dans un certain flou par rapport à comment risque de se dessiner la scène partisane turque. D'autant que lorsqu'on regarde les sondages, là où c'est très intéressant, il y a quand même un fort déclin du camp pro-gouvernemental. Il y a eu une enquête qui est sortie très récemment de l'Institut Ankar qui a montré que l'AKP était à 21% et le MHP à 6%. Toutefois, ces données sont à prendre avec prudence parce que dans cette même enquête, 14% des électeurs turcs se déclarent indécis. Or, on sait que souvent en Turquie, les électeurs indécis ont tendance au dernier moment à se reporter sur Erdogan et sur l'AKP. Mais disons qu'il y a tout un contexte de flou, aussi bien juridique, politique qu'électoral, qui fait qu'actuellement en Turquie, tous les scénarios sont ouverts. D'accord. Et dans le sondage, le CHP était donné à combien? Le CHP était en tête, et de mémoire, le CHP était donné à 26% dans ce sondage-là. Le CHP était en tête devant l'AKP. Enfin, l'écart n'est pas conséquent non plus. Enfin, d'accord. Et dans en restant sur les sondages, avant l'arrestation d'Imamoglu, dans 3 ans, mais c'était quoi un peu les rapports de force dans les enquêtes d'opinion? En fait, il y avait effectivement une lassitude envers l'AKP dans les enquêtes d'opinion. Il y avait une lassitude même envers son allié nationaliste, le MHP. Et le CHP était également en tête dans plusieurs sondages. Et en plus de cela, lorsque des sondages étaient faits sur la présidentielle elle-même, aussi bien lorsque c'était Ekrem İmamoğlu qui était testé comme candidat potentiel du CHP que Mansur Yavaş, en fait, dans les deux cas, ils étaient donnés gagnants face à Recep Tayyip Erdogan. Et aussi, il y a eu un autre événement qui est sans doute à marquer Erdogan et qui a sans doute poussé Erdogan à radicaliser sa ligne, c'est sa défaite aux municipales de 2024. Parce que durant ces municipales, non seulement le CHP a été réélu dans ses fiefs, mais ils ont même conquis des villes dans des régions d'Anatolie conservatrices qui sont plutôt des fiefs de l'AKP. Et il y a eu également la percée d'un petit parti islamiste dissident, le Yeniden Refah, qui a contribué à diviser les voix de droite. Et je pense que cet échec au municipal a également constitué une source de colère pour le pouvoir erdoganien, qui l'incite d'autant plus à vouloir désormais placer la compétition interpartisane sous contrôle. Très bien, Max Valentin, merci beaucoup pour la qualité de ton analyse et je pense qu'on aura l'occasion de s'entretenir sur la Turquie d'ici peu. Merci beaucoup. À toi. Merci.